Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. C'est bon, j'ai retrouvé ma voix. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. On va parler de ce qui se passe autour du Bitcoin. Il y a des rumeurs autour du Bitcoin, comme quoi il y a un piratage, comme quoi les anciennes adresses ont été piratées. C'est ce qui expliquerait en partie les 80 000 BTC déplacés. Je vous explique mon avis sur le sujet, mon analyse. On va parler aussi de plein d'autres actualités. Vraiment, il s'est passé énormément de choses. On va parler de Solana, on va parler d'ETF, on va parler de la SEC qui pourrait bientôt d'ailleurs valider les ETF Solana. Bref, énormément de choses à raconter. On va passer rapidement sur le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 108 000 $, on a un Ether à 2600 plus 1,7%. Et on va passer tout de suite aux actualités. Est-ce que vous saviez que BlackRock désormais a franchi la barre des 700 000 bitcoins détenus? Il se rapproche vraiment des 1 100 000 détenus par Satoshi Nakamoto. Et pour moi, ça va faire qu'augmenter. Ils ont dépassé une stratégie, mais pour moi, BlackRock, ils vont continuer d'accumuler. Les investisseurs arrivent encore et BlackRock, c'est l'une des solutions les plus sécurisées pour les institutionnels pour s'exposer au BTC sans avoir à gérer les clés, etc. Donc pour moi, ça ne va faire qu'augmenter. Ensuite, news complètement folle, on vient d'apprendre que Tether, la société qui est derrière l'USDT, a plus de 8 milliards de dollars dans un coffre secret en Suisse. Ils ont construit leur propre coffre-fort pour stocker l'or. Pardon, si j'ai parlé de Bitcoin, je voulais parler d'or. Ils ont 8 milliards de dollars en or. C'est juste fou. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit parce qu'ils ont envie d'économiser sur les frais. 0,5% par an sur 8 milliards, ça fait 40 millions de dollars. Donc c'est dans ces eaux-là pour la conservation pour les institutionnels de l'or, selon Tether. Et s'ils voient tout ça augmenter massivement, pour eux, c'est rentable de construire leur propre coffre-fort en Suisse. Ils n'ont pas donné le lieu, ils n'ont pas donné d'informations quand ça a été construit, mais c'est intéressant de voir qu'ils gardent ça vraiment eux-mêmes. Je me demande d'ailleurs comment ils gardent, parce qu'ils ont d'autres actifs, je sais qu'ils ont du BTC aussi, je me demande comment ils gardent les bitcoins, ils ont construit leur propre mécanisme de conservation pour pas donner, d'ailleurs quasiment la même chose à Coinbase pour conserver leur crypto. Ensuite, je vous ai pas mal parlé ces derniers temps de sociétés qui achètent du BTC. On a parlé aussi beaucoup de sociétés qui achètent de l'Ether, on en a de plus en plus, c'est des grosses sociétés. Et ben là, on parle de Solana. Solana, la société Upexi vient de dépasser les 735 000 jetons Sol détenus. C'est pas du niveau de stratégie, mais c'est quand même plus de 100 millions de dollars détenus par Upexi, 111 millions de dollars pour être précis. Donc c'est quand même significatif et ils comptent continuer à faire ça. Il y a plusieurs sociétés, c'est pas la seule Upexi qui fait ça. Et voilà, ça montre cette tendance vraiment de treasury company. Principalement BTC, c'est en train d'arriver sur Ether, on a aussi du Solana, on a un petit peu de BNB, mais c'est principalement BTC Ether en termes de quantité d'argent levé. On a aussi Equance, là j'ai vu la société française qui vient de lever près de 400 millions de dollars pour acheter du BTC. Bref, c'est complètement fou. Ensuite, la vente et l'arrivée du jeton Pump de Pump.fun serait prévu pour le 12 juillet. Ça aurait fuité sur Gate.io, l'exchange qui a publié la page où il y avait tous les détails sur cette vente, qui est une vente de 600 millions de dollars de jetons Pump, une valorisation autour de 4 milliards de dollars. On parle de 150 milliards de jetons qui seraient offerts pour 0,004 centimes, enfin 0,004 dollars, une supply maximum de 1000 milliards de jetons. Enfin bon, c'est assez fou. Moi, je pense que c'est plutôt Pump.fun qui est en train d'essayer de prendre un dernier gros ticket parce qu'ils ont généré déjà beaucoup d'argent. Ils ont généré dans les 700 millions de dollars depuis la création. Donc c'est énorme ce que Pump.fun a généré, mais ils ont de plus en plus de concurrence. Et là, regardez ce graphique qui montre en fait la part de marché des launchpads sur Solana. On voit bien que Pump.fun était dominant pendant très longtemps. Il y a eu un peu de concurrence avec Believe il y a quelques mois. Et là, en fait, on a le Let's Bonk, le launchpad associé au même coin Bonk, qui est en train de prendre énormément de parts de marché, qui a vraiment écrasé Pump.fun ces derniers jours. On a aussi Redium qui prend pas mal de parts de marché. Alors, est-ce que ça va être temporaire comme ça l'a été il y a quelques mois en mars, ou est-ce que ça va rester? En tout cas, je pense que Pump.fun veut dérisquer tout ça, se prendre un gros chèque, alors que ça aurait été vraiment beaucoup plus sympa pour la communauté de faire un airdrop incroyable, de faire un airdrop de 30%, de 40% des jetons à la communauté, tous ceux qui ont minté des jetons, qui ont tradé des jetons Pump.fun. Mais au final, ils n'ont pas choisi ça, ils ont choisi un peu la solution qui est optimale pour eux, de prendre le plus d'argent possible et pas l'aspect communautaire. Et généralement, ce type de choses
n'est pas bon pour le prix du token. On a vu avec Hyperliquid, quand on récompensait la communauté holdait aussi, n'allait pas vendre d'un coup, alors que là, ça risque d'attirer des gens qui veulent juste faire un gros coup sur cette vente de 600 millions de dollars. Ensuite, je vous parle dans un instant, parlons-en tout de suite, du Bitcoin et ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Honnêtement, ça a commencé avec, moi, ce que j'ai vu, c'est ce tweet de Hasher qui disait que il y avait des choses qui se passaient autour du piratage autour du mouvement de 80 000 bitcoins qui n'avaient plus bougé depuis 2011, qu'il était en train d'échanger avec Cyphertux sur le sujet. J'ai creusé un peu ce que Cyphertux avait dit. Je connaissais pas honnêtement ce compte, mais c'est quelqu'un, ça se voit, qui est technique, qui s'y connaît, qui sait ce qu'il fait. Donc l'analyse, je l'ai lu en détail, c'est disponible sur cyphertux.net, où il explique un peu sa théorie autour de ce mouvement de 80 000 bitcoins, autour de ce vol potentiel de ces 80 000 bitcoins. Et je vous explique tout ça. En fait, il fait une analyse détaillée où il revient un peu sur tout ça, sur le mouvement qu'il y a eu de 10 000 bitcoins sur plusieurs wallets différents, sur 8 wallets différents, que ça a commencé avec ce message qui a été envoyé à ces wallets qui indiquait que qu'il y avait un cabinet d'avocats qui allait prendre la main sur ces wallets s'il n'y avait pas d'interaction dans les 90 jours, et il fallait qu'ils remplissent aussi un formulaire. Il y avait tout un message qui avait été envoyé, et il liste un certain nombre de choses, d'indications. Ça fait même référence à des chiffres trouvés dans Lost, pour ceux qui se rappellent des 4815, etc. Les chiffres, la séquence de chiffres. Il y a plein de choses, des choses qui m'ont l'air vraiment bien, techniques et rien à dire, des choses un peu plus tirées par les cheveux sur l'aspect artistique, etc. Mais globalement, c'est une bonne analyse, mais j'en ai pas les mêmes conclusions. Pour moi, ma conclusion de tout ça, c'est pas qu'il y a une faille de sécurité qui a été exploitée par des personnes pour faire bouger les 80 000 BTC. C'est une des possibilités qui est donnée, et d'ailleurs, pour reconnaître Cyphertux ce qu'il fait, il donne aussi d'autres probabilités de personnes qui bougent les fonds sans aucune raison, etc. Enfin, qui ont eu peur et qui ont bougé les fonds, c'est aussi une raison qui est donnée. Mais moi, quand j'ai lu cette analyse qui ressortait, c'était plus l'aspect faille de sécurité associée aux anciennes adresses de BTC qui auraient été exploitées. Mais du coup, quand on creuse un peu, quand on voit un peu ce qui s'est passé, j'ai vu aussi des tweets de Eric Larchevêque qui parlait de tout ça, qui expliquait en fait d'ailleurs que le message qui a été envoyé en leur disant « Attention, il faut bouger les fonds, sinon on va récupérer l'argent d'ici le 4 octobre », ce message n'a pas été envoyé qu'à ces 8 adresses-là qui ont bougé les fonds. Il a été envoyé à une centaine environ d'adresses qui étaient des holders initiaux du BTC de 2011. Donc c'est un message qui a été envoyé en masse. Et dans ce message, on a un lien qui pointe vers Salomon Bro. C'est une sorte de société d'investissement, mais qui se présente aussi en mode cabinet d'avocats, parce qu'il y a une ligue, enfin il y a des trucs, une sorte de menace juridique, etc. Mais dans ce site web, on incite aussi les utilisateurs à remplir un formulaire avec des données personnelles associées à ça. Et moi, quand j'ai creusé un peu sur tout ça, et quand je vois aussi l'advisory board qui est présent sur ce site, l'advisory board, donc c'est une sorte de conseil associé avec des noms de personnes qui sont donnés. Quand on cherche ces noms de personnes, on tombe sur effectivement des personnes qui ont travaillé chez une société qui s'appelait Salomon Bro il y a plusieurs années de cela, en 94, mais rien de récent. Et en fait, on commence à comprendre qu'il n'y a pas vraiment de lien direct entre la vraie société Salomon Brothers, qui a d'ailleurs arrêté d'exister, qui devait être relancée en 2022, et ce site et cette société. Et du coup, moi, ce que je vois, c'est que ce site, c'est probablement un scam. Et c'est probablement des gens qui ont juste envoyé massivement à des holders du BTC un message pour les inciter, au final, à bouger les BTC, mais ça limite, c'est pas important, mais à remplir potentiellement un formulaire de contact. Et ensuite, avec ces informations de contact de holders qui ont 10 000 bitcoins ou même plus, là, l'attaquant peut faire plein de choses. Il peut faire du phishing ciblé, il peut essayer de faire de l'ingénierie sociale pour récupérer ses BTC d'une autre manière. Et je pense qu'il est là le scam, c'est faire en sorte que des personnes, des holders, révèlent leur identité à ce scammer qui ensuite peut faire plein de choses différentes. Je sais pas s'il arrive à même récupérer l'adresse postale ou autre, on peut penser même à des kidnappings ou des choses comme ça, mais en tout cas, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Pour moi, la théorie la plus simple, c'est juste qu'il y a eu ce message qui a été envoyé massivement à des holders, les gens ont commencé à avoir peur, certaines personnes, enfin, il y a au moins une personne qui a eu peur, qui a reçu ce message, qui s'est dit, bah tiens, je vais bouger les 80 000 bitcoins que j'avais à l'époque dans des wallets qui n'étaient pas vraiment sécurisés, à l'époque, Ledger n'existait même pas. Et il se dit, bah, c'est le moment de faire une mise à jour de mes adresses et de faire la migration. Et c'est ce qui explique le mouvement de 10 000 bitcoins vers d'autres adresses. D'ailleurs, les fonds n'ont pas été transférés vers des exchanges ou autres. Ils ont juste été transférés vers d'autres adresses plus sécurisées. Donc, c'est un holder
qui continuent de hold. Donc il y a quelqu'un, une entité en tout cas, qui a des milliards et des milliards de dollars de BTC. Et d'ailleurs aussi, l'autre chose pour moi qui rassure, c'est que ces informations sont publiques depuis un certain temps maintenant. Et ce que j'ai tweeté aussi, c'est que le marché aurait fortement chuté s'il y avait le moindre risque pour le BTC. Il y a tous les spécialistes du monde entier de la crypto qui ont vu tout ça, qui ont analysé tout ça, et s'ils avaient vu le moindre risque vraiment de piratage, le marché aurait chuté un peu comme dans les marchés de prédiction. Et ben, on voit les choses en temps réel se passer. Dès qu'il y a une information qui sort, il y a plein de personnes qui essaient de l'analyser pour tirer parti. Et ben là, les personnes, s'ils se rendent compte que le marché a fortement chuté, que va fortement chuter parce qu'il y a un piratage, il y a un risque de piratage sur le BTC, je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens qui vont vendre d'un coup leur BTC. Et là, ce n'est pas arrivé. Pour moi, c'est ce qui indique qu'il n'y a pas de souci de sécurité sur le Bitcoin. Je dis l'argent attire la vérité. Et le fait que le BTC ne chute pas indique la vérité d'une certaine manière. Donc voilà pourquoi moi je pense qu'il n'y a pas de problème sur la sécurité du Bitcoin actuellement, même sur les anciennes adresses. Alors il y aura un jour un problème avec les ordinateurs quantiques, ça sera un vrai sujet, et ça c'est un peu un test pour nous montrer comment on va faire à ce moment-là. Et d'ailleurs je sais pas comment le Bitcoin va faire pour gérer cette problématique, parce que par exemple les wallets de Satoshi ou d'autres wallets risquent d'être volés. J'espère qu'il y aura un changement, je sais pas comment, c'est un autre sujet, on pourrait en faire toute une vidéo sur le problème de la sécurité quantique et du Bitcoin. C'est un risque, mais bon, c'est pas tout de suite, et je pense qu'on va quand même avoir un peu de temps pour se préparer. Voilà le sujet BTC. Ensuite, je voulais revenir sur un stablecoin qui a des pegs aujourd'hui. Regardez, c'est l'USDF, le Falcon USD. On est passé en dessous des 0,94 $. C'est un stablecoin quand même qui a une market cap de plus de 500 millions de dollars. Là, on est revenu à 0,99, mais il y a des choses un peu inquiétantes. Je suis allé voir un peu leur proof of reserve et comment ce stablecoin était collatéralisé. Donc, il y a juste des attestations qui montrent effectivement qu'ils ont suffisamment de fonds pour collatéraliser ce protocole, mais ils n'indiquent pas au final c'est quoi les tokens qui sont derrière cette collatéralisation. J'aurais aimé un détail parce qu'au final, s'il n'y a que des jetons illiquides qui sont derrière cette collatéralisation, ça ne vaut rien. C'est un peu comme ça que FTX avait des prêts avec un collatéral en FTT, mais au final, le collatéral ne valait rien parce que s'il fallait le vendre sur le marché, ça ne vaudrait plus rien. Donc attention, et c'est pour ça, moi, quand je cherche le meilleur rendement possible dans la finance décentralisée, sachez qu'on peut avoir sur des stablecoins entre 10 et 15%, on va dire, sur de rendement sans trop de risques sur les stablecoins. Mais attention, parce qu'il y a plein de tokens similaires, USDF, qui sont d'ailleurs présents sur des plateformes connues, sur lesquels je ne rentre pas, et je conseille d'ailleurs aux personnes de ne pas rentrer sur des stablecoins obscurs parce qu'il faut faire attention, il y a plein de choses à analyser. C'est des choses que je présente d'ailleurs dans mon accompagnement sur la finance décentralisée. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour générer le meilleur rendement possible sur vos crypto-monnaies, générer des revenus passifs grâce aux crypto-monnaies. C'est vraiment dommage de laisser une bonne partie de votre capital qui dort alors que vous pouvez générer et le faire grossir passivement sans trop de temps. Alors ensuite, on va parler d'ETF avec Truth Social, donc la société qui appartient à Donald Trump. Truth Social, c'est le réseau social, ça appartient à une maison mère qui appartient à Donald Trump. Et ben ils viennent de faire la demande pour l'ETF Truth Social Crypto Blue Chip avec du BTC, de l'Ether, du Solana, du XRP et du Chronos. Très bizarre de voir Chronos à ce niveau-là, mais quand on sait que Crypto.com travaille avec Truth Social pour le lancement des ETF, on comprend mieux. La répartition, ça serait 15% Ether, 8% Solana, 5% Cro et 2% XRP. Très bizarre honnêtement le Cro, mais bon, voilà, on sait pourquoi. On rappelle, ils ont un historique avec le Cro, ils avaient détruit une partie de la supply, ils ont remis cette partie de la supply ensuite. Par la suite, c'est pas très net ce qui se fait avec le token Cro, mais voilà, attention, ça sera pas validé tout de suite, je pense. Il y a le cadre juridique des ETF spot qui n'est pas encore clair aux États-Unis, mais ça risque de s'accélérer. La SEC vient de mettre une deadline pour les émetteurs d'ETF Solana à juillet. Donc d'ici juillet, ils les ont incités à re-remplir un certain nombre de documents, ce qui fait en fait qu'ils pourraient répondre à la SEC bien avant la deadline officielle qui est le 10 octobre pour les ETF Solana. Selon les spécialistes, ils auraient un peu plus de pression suite à la validation qui a eu lieu de l'ETF Rex Osprey Sol que je vous ai déjà présenté. C'est un ETF un peu spécial, c'est pas un ETF spot, c'est une réglementation un peu bizarre, mais ils ont pu faire passer cet ETF qui a des frais élevés, et maintenant il y a cette pression pour valider les ETF Solana bientôt. On a plein d'ETF aussi crypto spot qui devraient arriver bientôt aussi. Je vous ai montré l'ETF par exemple de Truth Social et beaucoup d'autres qui sont en attente, et là vraiment la SEC va s'activer je pense au cours des prochains mois, et on devrait avoir cette vague d'ETF altcoin, et c'est une bonne chose d'ailleurs pour les cryptos. Ensuite, vraiment la surprise, c'est le jeton Vertex. Est-ce que vous connaissez le jeton VRTX? C'est le jeton d'un DEX qui va tout simplement arrêter d'exister du jour au lendemain
Pourquoi? Parce qu'en fait, Kraken, via son layer 2 Inc, a d'une certaine manière racheté tout simplement le projet Vertex et le jeton VRTX, et ils vont en faire un exchange décentralisé dédié à la chaîne Inc, donc le L2 de Kraken, la blockchain de Kraken. Ça veut dire que Vertex va fermer sur la plupart des plateformes décentralisées qui existent, enfin sur les L1 et L2 sur lesquels il existe. D'ailleurs, par exemple, c'était un des exchanges prévu pour Katana, la blockchain de Polygon, du coup, qui ne sera pas finalement sur Katana. Et les détenteurs de jetons VRTX vont recevoir 1% de la supply des jetons Inc. Mais regardez vraiment ce qui est étrange. Ça fait un mois que le jeton VRTX n'arrête pas de chuter. Il est passé d'une market cap de 21,5 millions de dollars à 5 millions de dollars avant cette annonce. Donc c'est comme si il y avait des gens forcément qui étaient au courant que ce deal était en préparation et qui sont en train de dump. Imaginez 80% de baisse en un mois dans ce marché qu'on a connu ce dernier mois. C'est vraiment bien en dessous de la moyenne. Donc c'est vraiment pas normal d'avoir eu autant de baisse en un mois. Et au final, ça se traduit par la suppression totale du token. Et là, suite à l'annonce, ça a chuté. On est passé de 5 millions de dollars à 2,4 millions de dollars. Donc c'est vraiment le dernier bump. Les gens n'ont plus espoir dans ce token. Et là, le calcul qui doit être fait, est-ce que 1% de la supply de Vertex va venir compenser la perte associée à la disparition du token? Ça voudrait dire un jeton serait valorisé à l'ordre de 240 millions de dollars, mais moi je m'amuserais pas à faire le trade actuellement, je sais pas le snapshot, quand est-ce qu'il a été fait, etc., ou comment ça va se faire, donc bon. Mais en tout cas, voilà, il se passe des choses avec ce jeton. Il y a une guerre entre les Layer 2, entre les blockchains pour attirer des projets. La Kraken vient de sortir une carte vraiment où ils ont pris tout simplement un projet à Katana, donc la blockchain de Polygon, pour venir le mettre en exclusivité sur leur blockchain à eux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.